Le camarade Serge Christian Yededi dit bonsoir honorable. Au cas où aucun parti n'aurait les 20%, qu'est-ce qui adviendrait? Non, vous devez pouvoir comprendre que nous pensons que en mettant la possibilité de pouvoir avoir 10%, 10%, avant que l'accord de coalition parlementaire ne puisse être une réalité, pour nous, c'est une porte qu'ils ont ouverte au peuple. Le peuple doit travailler à empêcher les prochaines élections là. Il faut seulement empêcher un de ces partis d'avoir 10%. Il faut simplement empêcher un de ces partis d'avoir 10%. En empêchant un seul de ces partis d'avoir 10%, cela fait que le match est en faveur du principal parti de l'opposition. Donc, est-ce que personne n'aura 20%, 20%? Je pense que ils ne travailleront pas dans ce sens. Parce que si la mobilisation n'est pas au top, ils seraient plus aptes pour eux de frauder et de s'attribuer les voix. Donc, il faut travailler à faire échouer un de ces partis afin qu'un seul de ces partis ne puisse pas avoir 10%. Et la question est réglée. Et donc, je continue de croire qu'ils n'ont pas fait la loi pour ne pas pouvoir s'attribuer les 20% si nous ne sortons pas, si nous ne nous battons pas. C'est pour cela que nous devons sortir, c'est pour ça que nous devons nous battre, c'est pour cela qu'il faut appliquer, il faut aller à cette révolution électorale dans les urnes afin de pouvoir leur donner la leçon et montrer que le peuple de Béninois suit la situation et que seul notre peuple est souverain. Madame Mondoukwé et tout le groupe Tonoukou, je vous remercie pour cette question. C'est pour cela, dans les différentes explications que je donnais tout à l'heure, j'ai insisté sur les trois partis qui ont pu avoir 10% au cours de la dernière élection législative. Parce que l'accord de coalition parlementaire n'a son sens que lorsque le parti avec lequel vous êtes en accord peut avoir 10%. Or, sur la base des dernières élections législatives, il n'y a que 3 partis en République du Bénin qui ont pu avoir 10%. Cela voudrait dire que faire un accord avec un parti qui n'a pas 10%, mais vous faites harakiri. Vous faites harakiri. Non seulement vous faites harakiri, mais vous cautionnez leur malice. C'est pour cela qu'il faut dénoncer la malice. Les FCBE dont vous parlez, j'ai suffisamment parlé de ce parti ces derniers jours. D'abord, sur la base de l'élection législative de 2023, les FCBE n'ont eu que 4%. Les résultats de la Commission électorale nationale autonome, ils n'ont eu que 4%. Et ces 4% qu'ils ont eu, c'est parce qu'un certain nombre de nos compatriotes continuaient de croire que c'était le parti du président Yaïboni. Et donc, cela voudrait dire que logiquement, entre 2023 et 2026, logiquement, les FCB vont dégringoler. Donc, vous ne pouvez pas aller en accord de coalition parlementaire avec un parti qui n'a pas pu avoir la moitié des 10%. Donc, cette loi, elle a été faite, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet article a été fait pour UP Le Renouveau et pour le BR. Il faut avoir le courage de le dire. C'est pour cela que vous allez remarquer que lors des premières questions que vous posiez, je disais que le cadre de concertation de l'opposition n'est pas une coalition politique. Ce n'est pas une coalition politique. Sans mépriser, sans minimiser la force de mes autres responsables des responsables des partis politiques avec lesquels nous travaillons, ici il s'agit d'être réaliste. Et il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas se marcher sur les pieds. Donc, l'article 146 nouveau a été conçu afin de donner la possibilité au parti Bloc républicain d'avoir que 10% et au parti UP Le Renouveau d'avoir que 10% afin de pouvoir se joindre les voix et exiger, ce faisant, 20% dans chacune des circonscriptions électorales au parti Les Démocrates. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, à ce niveau, et je pense que cela se passe de toute confusion. Cela ne souffre d'aucune confusion. Voilà, donc je pense que c'est suffisamment clair. Vous posez la question de savoir, est-ce à dire que le Parlement de 2026 sera un Parlement monocolore? C'est pour cela que nous faisons ce travail, parce que nous sommes encore à la phase de sensibilisation, d'explication. Et nous continuons de demander au gouvernement qu'il faut aller à une relecture. Nous continuons de dire au gouvernement qu'il faut aller à un dialogue. Parce que le gouvernement ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu.
Le gouvernement ne peut pas resserrer les conditions et se faire des conditions de faveur dans une loi, dans un code aussi important que le code électoral. C'est de ça que nous parlons. Donc, si vous voulez que je vous dise la vérité de notre cœur, c'est que nous sommes à une phase d'explication, nous sommes à une phase de sensibilisation. C'est pour cela que nous allons partout, nous parlons avec tout le monde. Mais dire que l'Assemblée nationale de 2026 sera comme 2019, je pense que nous ne croyons pas que cela sera une réalité. Nous continuons de croire pour qu'il y ait une relecture du code. Parce que le code a été fait, ce sont des velléités exprimées. Ce sont des vœux pas du tout pieux qui sont exprimés par eux. Et nous ne travaillerons pas dans le sens de l'exaucement de leurs vœux. Et donc, pour vous répondre d'une manière succincte, nous continuons de sensibiliser, d'expliquer, et nous continuons de parler à notre peuple. Et en même temps que nous parlons à notre peuple, nous continuons de dire à M. Patrice Talon et à tous ceux qui l'entourent qu'il faut aller à la relecture de ce code. Merci infiniment, Mme Modoukpe et tout le groupe Tonoku. Je voudrais vous dire que non, ce n'est pas une libération. Vous savez, les choses sont d'une manière chronologique et assez harmonieuse. Le travail que le cadre de concertation est en train de faire est une suite logique de l'audience que nous avons eue avec le président Patrice Talon le 27 novembre 2023. C'est une suite logique où, au cours de cette audience, où le président Patrice Talon a bien voulu humilier ses hôtes, notamment le président du parti, les démocrates et les autres responsables qui ont suivi, où on a vu un extrait ou bien des extraits vraiment pas du tout, je vais dire, sérieux de la part d'un État qui se respecte. Des engagements, malgré cela, des engagements avaient été pris par le président, notamment voilà, nous permettre de voir clair dans le fichier électoral. Et donc, au niveau du Parti Les Démocrates, nous avons dit, s'il faut voir clair dans le fichier électoral, nous ne le ferons pas seuls. Parce qu'il y a beaucoup de partis de l'opposition, même pour ne pas dire l'ensemble des partis, et pas seulement de l'opposition, l'ensemble des partis ont des militants qui ont dénoncé des irrégularités dans le fichier électoral. Qui d'entre nous n'a pas eu son propre nom ou bien le nom de son fils, de son frère, d'un de ses parents ou de ses amis qui, étant allé voter, on l'a muté peut-être dans un centre électoral, qui était dans un centre de vote plutôt, qui était à 2 km de chez lui, ou bien à 2 km de son traditionnel centre de vote, ou bien à plusieurs autres kilomètres, ou bien carrément dans une autre commune. Moi, mon chauffeur, il a l'habitude de voter à Cotonou, mais on l'a permuté à Calavi. Donc, il était obligé de chercher avant de voter. Donc, nous avons dit, face à ces manquements, il faudrait rassembler tout le monde pour que nous puissions en parler et faire une démarche collégiale. Vous allez voir que même celui que nous avons pris pour piloter cet audit, celui qui est au devant de la commission, ce n'est même pas un politique. Il s'agit de M. Jean-Baptiste Elias, qui est de la société civile. Et donc, pour nous, nous avons voulu faire une action concertée en ce qui concerne le nettoyage du fichier électoral, parce que c'est parmi tant d'autres pièges. Il y a ce piège où on a vu, pour tout le respect que j'ai pour les Rwandais, je ne manque pas de le dire, j'ai beaucoup de proximité avec les Rwandais. On a vu un Rwandais venir s'asseoir sur notre fichier électoral, sur notre état civil, et puis bon, sur des années, on a dénoncé, mais c'est au moment où ils ont voulu, ou bien où ils ont compris des choses qu'ils nous remerciaient, et dans quelles conditions. Et donc, pour nous, et entre autres, la caporalisation de la Sénat, de la Cour constitutionnelle, le fichier électoral qui était, où le président de la NIP ne peut rendre compte qu'au président de la République. Et donc, tout ça, il y a pas mal de choses. Et donc, c'est un fourre-tout. Et donc, nous sommes en train de démêler des nœuds. Et pour le moment, nous avons dit qu'il faut commencer par le fichier électoral. C'est un nœud parmi tant d'autres nœuds que nous sommes en train de démêler. Et donc, ce n'est pas faire un faux combat, le combat que le cadre de concertation est en train de faire. Mais rappelez-vous, madame et tous les autres membres du groupe, que par contre, la question du code électoral, nous en parlons quotidiennement depuis maintenant plus d'1 an. Nous en parlons quotidiennement. Avant même leur lecture, nous en parlions. Et nous continuons d'en parler. Donc, je crois que c'est une suite logique. Et vous allez voir, et ce n'est pas nous seulement, il n'y a pas seul que les démocrates qui parlent du code électoral. Parce que lorsqu'on le lit, lorsqu'on le comprend, je l'ai dit tout à l'heure, on comprend que c'est une poudrière. Et à la tête d'aucun État sérieux, on ne peut admettre un tel code électoral. Et donc,
le cadre de concertation a été mis sur pied et parmi les points, ou bien parmi l'agenda, les points de l'agenda qui lui ont été confiés, il y avait la question de l'audit et nous avons voulu que ça soit un travail de commun accord avec les autres partis. Donc, ce n'est pas un faux fuyant et ce n'est pas voilà, délaisser une priorité pour une autre chose. C'est ce que j'ai bien voulu répondre à ce niveau. Vous posez la question de savoir une idée sur le duo candidat de 2026 au niveau du Parti Les Démocrates. Non, je vous ai tout à l'heure dit que j'allais tenir avec vous un langage de vérité. Non, si je vous dis moi-même que j'ai une idée du duo candidat, je suis en train voilà, de vous mentir ou je suis en train de mettre la charrue devant les bœufs. Non, je n'ai aucune idée du duo qui pourra sortir. Par contre, je peux vous donner des certitudes. Entre autres certitudes, c'est que nous aurons ce duo candidat. Nous aurons ce duo candidat, nous ferons tout pour avoir ce duo candidat et pour participer à cette élection présidentielle. Et nous ferons tout pour que les pièges qu'ils ont tendus, que nous puissions non seulement les déjouer, mais suffisamment informer notre peuple afin qu'il puisse prendre ses responsabilités. Donc nous sommes dans cette démarche et sur la question du duo candidat, je n'ai aucunement une idée de qui sont ceux qui sont dans ce duo candidat. Sur la question de Kémy Séba, je l'ai toujours dit, Kémy Séba c'est un compatriote. Voilà, et personne ne, comme on le dit chez nous, enfants, mais encore même que dans ce cas, il ne s'agit pas forcément voilà, il s'agit pas de ça. Il s'agit que le parti prendra toutes ses responsabilités. Voilà, le parti souverainement travaillera afin que le duo qui sera présenté puisse être un duo qui va rassurer, puisse être un duo qui va, voilà, nous permettre véritablement de gagner et puis c'est un duo qui va non seulement rassurer les Béninois que nous continuerons de développer notre pays, rassurer les Béninois que nous allons garantir la stabilité politique, mais rassurer les Béninois que voilà, nous ne venons pas pour nous venger, mais nous venons parce qu'il y a beaucoup de défis à relever et nous sommes prêts à relever ces défis. Non, Madame Boudoupe, je voudrais vous rassurer que vous ne me piégez pas, dans ce sens que en acceptant de me soumettre à votre question et de parler aux membres du groupe, c'est que j'ai accepté d'ouvrir mon cœur à vous et de tenir avec vous ce soir un langage de vérité. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est pas que le Parti Les Démocrates a oublié la question des prisonniers et la question des exilés et ne se concentre que sur les élections. Non, je ne crois pas ainsi. Vous savez, nous sommes des êtres humains et puis parfois, ce n'est pas facile de contenter les êtres humains. À un moment donné, on a tellement parlé, et nous continuons de le faire d'ailleurs, mais à un moment donné, on le faisait à chaque apparition. Et la question des prisonniers, la question des exilés, et il y a même d'autres qui nous taxaient de prendre ces situations comme un fonds de commerce. Et donc, c'est la nature de l'être humain qui est comme ça. C'est notre nature qui est une nature assez compliquée, insatiable. Et lorsque vous décidez d'en faire un cheval de bataille, alors que vous parlez de cheval de bataille, d'autres parlent de fonds de commerce. Donc, cela ne nous a pas découragés, cela ne nous décourage pas. Nous continuons d'en parler. Nous continuons de croire qu'il faut libérer les prisonniers politiques. Nous continuons de croire qu'il faut, comment on appelle ça, travailler au retour des exilés politiques. Mais dans le même temps, vous allez accepter que je prenne le cas comme au niveau du Sénégal. Vous savez, si les jeunes qui ont tenu le fait face à Macky Sall, à un moment donné, c'était dit que aucune élection ne ferait partie de Macky Sall ou un obligé de Macky Sall, et Macky Sall serait encore au pouvoir. C'est pas, la rue fait son travail, mais la mobilisation des jeunes Sénégalais, elle a été, je dirais, sans sous-estimer notre mobilisation et sans sous-estimer le courage de nos jeunes, la mobilisation des jeunes Sénégalais a été 10 fois plus constante et plus vive que la nôtre. Mais finalement, ce n'est pas la rue qui a fait partie Macky Sall, ce sont les unes qui ont fait partie Macky Sall. C'est pour cela que je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut faire une révolution électorale dans les urnes. Je le disais à des personnes que j'ai rencontrées ces jours-ci, en disant que c'est 10 fois plus difficile de faire partie
un dictateur du pouvoir parce que ça coûte cher à travers le sang, à travers les larmes, à travers... Mais on peut convertir tout ça par une mobilisation extraordinaire dans les urnes. Parce que même quand les gens disent que les dictateurs volent, les dictateurs fraudent, lorsque le peuple est mobilisé du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, et que c'est une mobilisation nationale, générale, le dictateur sait que quand il prend le pouls de la situation, il sait que ça, ce n'est pas un simple vote, ce n'est pas une simple élection, c'est une révolution électorale. Donc ce que nous attendons aujourd'hui au Bénin, c'est une révolution électorale. Et nous pouvons aller à la révolution électorale. La révolution électorale, c'est que tout le peuple se dise, moi, je votais traditionnellement les partis du chef de l'État, que les gens puissent le dire ainsi, mais cette fois-ci, je sors pour voter pour aller sauver le pays. Cette fois-ci, je sors pour voter pour aller dire non au président. Cette fois-ci, je sors pour voter pour aller dire non aux obligés du président. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour nous, ce n'est pas que c'est seulement les élections qui nous intéressent. Nous sommes en train de travailler à une révolution électorale. Et donc, accepter que nous continuons de plaider pour les prisonniers, nous travaillons pour la libération des prisonniers, nous travaillons pour le retour des exilés, mais nous travaillons beaucoup plus pour une révolution électorale. Et cette révolution électorale, elle donne la main totale. Le cas du Sénégal aujourd'hui, où non seulement ceux qui ont vu leurs parents tués sont indemnisés, mais ceux qui sont injustement incarcérés sont libérés. Et voilà, beaucoup de choses sont sûres aujourd'hui. Donc c'est ce que je peux dire, simplement pour vous dire, quand nous le faisons comme nous le faisions et que nous continuons de le faire, beaucoup taxent cela de fonds de commerce, mais pour nous, ce n'est pas un fonds de commerce, c'est un cheval de bataille.